Vous voulez développer votre business grâce au web, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire? Ce podcast est fait pour vous. Je suis Richard. Je suis Alex. Ensemble, on va parler bonnes pratiques en matière de marketing sur Internet. L'objectif, vous donner les clés pour agir et avoir plus de clients grâce au web. Allez, c'est parti. Ça y est, vous avez décidé de vous lancer sur le web, vous voulez plus de clients grâce au web, et vous avez commencé déjà à réfléchir à comment créer votre site web, à quoi va ressembler votre futur super site web, quels sont les canaux d'acquisition, voilà, ça peut être de la publicité, les réseaux sociaux, des articles de blog, du référencement naturel. Alors, je vous arrête tout de suite, c'est bien de penser à tout ça, mais si en amont, vous n'avez pas pensé à comment va être le processus de conversion, quel va être le tunnel de vente, tous vos efforts là, toutes vos réflexions vont servir à pas grand-chose, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent, vous allez perdre de l'énergie. Donc, c'est le sujet du jour, c'est le tunnel de conversion, les conversions de manière générale. Et pour ça, je crois, Alex, tu as une très belle image pour illustrer ce propos de conversion. Oui, c'est une image qui m'a été enseignée par un pêcheur qui vous dira la chose suivante. Ça ne sert strictement à rien de faire entrer des milliers de poissons dans un filet qui est percé. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça pour que nos auditeurs comprennent exactement ton image? En fait, l'image est simple. C'est-à-dire que si on essaie de le calquer sur effectivement de l'acquisition de clients sur Internet, c'est qu'en fait, ça ne sert strictement à rien de mettre des budgets monstrueux sur de la pub, sur de l'acquisition, et voire même quelquefois simplement sur un site Internet qui n'a pas été pensé en amont pour pouvoir retenir les poissons qu'on veut faire entrer dedans. Donc en fait, là, les poissons, ce sont nos clients potentiels sur Internet. C'est vrai qu'on vous parle souvent dans nos podcasts du fait qu'un site web peut être créé par tout le monde. Effectivement, techniquement, ça peut être créé par tout le monde, mais l'aspect marketing est essentiel. Il y a toute une ingénierie derrière et toute une réflexion qui est importante. Et justement, c'est la base sur laquelle on pense quand on crée un site web. Et effectivement, le site web en lui-même est très important. Il faut réfléchir à comment le prospect, le visiteur vient sur notre site, qu'est-ce qu'il découvre en premier et quel est le chemin le plus efficace possible et le plus simple pour le faire aller d'un point A, qui est la découverte de notre concept, de notre entreprise, jusqu'à l'action qui va être de nous contacter, d'acheter, de prendre un rendez-vous, de faire un devis. Et c'est tout ce process-là en fait que constitue un tunnel de vente. C'est les trois phases en fait qui va être déjà d'apprendre à nous connaître, la phase de sensibilisation. Ensuite, ça va être de comprendre ce qu'on fait et de faire un lien avec la problématique du client. Et ensuite, c'est qu'est-ce qui fait que je vais aller cliquer sur ce bouton de contact, ce bouton d'appel. Ouais. Tout l'enjeu finalement revient à essayer de se mettre à la place de la personne qui arrive sur le site. Donc, élément fondamental, savoir déjà qui est cette personne, comment on peut aller la chercher. Ça, c'est la première étape, je dirais, dans cette réflexion de ce qu'est un tunnel. Et une fois qu'on sait donc à qui on a affaire, savoir où on la fait entrer, par où elle arrive, et qu'est-ce qu'on lui montre. Et c'est là, en fait, que beaucoup de gens, finalement, ne comprennent pas exactement comment tout ceci s'articule. J'entends très souvent des remarques du type « j'ai payé X euros sur ce site internet, j'ai payé X euros sur des campagnes pub AdWords, etc. et il n'y a pas de résultat. » Et je ne comprends pas. J'ai 70% des gens qui repartent directement quand ils arrivent sur la page d'accueil. Je ne comprends pas. Pourquoi ils s'en vont, etc. Et en fait, il n'y a jamais en tout cas, quand on découvre la chose au premier abord, qu'on a payé, qu'on n'est pas forcément du métier, qu'on est allé payer une agence, un freelance, etc. pour faire un site, eh bien, il faut prendre en compte que c'est un véritable métier de penser un tunnel de vente, de réfléchir en fait à ce type de stratégie. C'est une vraie stratégie web à mettre en place en amont. Et c'est pas un freelance qui crée un site internet ou une agence qui vous propose des packs de SEO ou de SEA qui vont forcément vous proposer ce genre de choses. C'est une véritable réflexion à avoir. Il faut bien savoir que ce n'est pas forcément monnaie courante de pouvoir avoir une réflexion de ce type avec un professionnel. Tout le monde ne le fait pas. Je rebondis là-dessus. Effectivement, il y en a qui le font. Bien sûr. Dans nos process, on le fait.
Mais par contre, votre prestataire, quel qu'il soit, ne connaîtra jamais aussi bien que vous votre client type, votre client idéal. Donc là, la première réflexion, ça va être qui est mon client, pourquoi il vient, quelle est sa problématique, son besoin. Et dès les premiers, en fait, il a vraiment, quand il vient sur votre site, il a vraiment 2-3 secondes maximum à accorder. C'est les 2-3 premières secondes qui sont importantes. Si dans les 2-3 premières secondes, vous n'avez pas convaincu de lire la suite, il va partir parce qu'il il va pas se sentir au bon endroit, il va pas trouver les premiers éléments qui vont lui donner envie de regarder la suite. Donc vous avez vraiment une première phase d'attention qui est de vraiment 2-3 secondes. Et sur votre site web, ça doit être très clair. Le message doit être très clair quand il arrive. Quelques lignes, c'est généralement en fait ce qu'on appelle le héros. En fait, le premier écran de votre site web, ça va être un titre, une bonne punchline, un bon titre qui interpelle, peut-être un sous-titre en dessous pour expliquer un petit peu plus en détail et un bouton. Voilà, ça peut être les 2-3 premières secondes. La personne comprend qu'il est au bon endroit, comprend que nous-mêmes nous comprenons son besoin et qu'on a une solution potentielle à lui apporter. Et cette personne-là va vouloir se dire je vais lui accorder encore 15-20 secondes supplémentaires pour me convaincre. C'est ça. Et vraiment, le temps est compté. Et c'est ça que nombre de personnes n'arrivent pas forcément à comprendre. C'est que on a... Enfin, un visiteur potentiel sur Internet a une attention qui est très limitée. Chaque seconde est véritablement cruciale. Et donc, il faut vraiment arriver, lorsque on fait venir quelqu'un à un endroit, donc une page web, vraiment arriver à enclencher la volonté chez lui d'aller plus loin là-dedans et de dédier un petit peu plus de temps, comme tu le disais à juste titre. Et ça se fait par étapes. C'est pas, il a pas 20 secondes à vous accorder. En général, il va avoir 4-5 secondes à accorder à ce qu'il va voir dans un premier temps. Et éventuellement, il peut donner plus de temps après si on arrive à enclencher une volonté d'aller plus loin. C'est pour ça, comme tu le disais, effectivement, arriver dès le départ à avoir un premier écran d'accueil. Donc vraiment la première partie visible et ne pas oublier qu'il y a différents types d'écrans. Il y a du mobile, il y a du navigateur ordinateur, tablette, et les rendus sont différents. Et donc arriver à savoir ce qu'on présente à ce niveau-là pour avoir suffisamment d'infos et suffisamment d'incitation pour aller plus loin. Et ensuite, on se demande vers quoi on veut mener, quelle est l'action qu'on veut déclencher. Et en fonction de chaque activité, cette action-là va être différente. Si vous avez un e-commerce, ça peut être acheter un produit en particulier, votre best-seller par exemple. Si vous êtes dans un business un peu plus lié au service, ça pourrait être par exemple réserver un rendez-vous avec un commercial. Ça peut prendre différentes. Ça peut être simplement contactez-nous avec un formulaire. L'action peut être différente. Ce qu'il y a après, c'est que faut bien penser que cette action prioritaire va concerner vos clients potentiellement les plus chauds. Mais on va le voir ensemble, il n'y a pas forcément que des clients qui sont vraiment prêts à prendre votre service ou acheter votre produit immédiatement. Il y a d'autres types de clients. Effectivement. Alors, il y a deux choses. Premièrement, effectivement, il y a des personnes qui vont, dans un premier temps, juste être ce qu'on appelle des prospects froids, c'est-à-dire qu'ils sont en phase éventuellement de réflexion, ils sont peut-être pas forcément très au courant encore de leurs besoins, de leurs problèmes. Ils découvrent à peine. Et ces personnes-là, on ne va pas leur parler de la même manière que des prospects qui sont chauds, qui sont prêts à acheter. Donc ça, c'est une première chose. Une seconde chose qui, pour moi, est très importante quand on pense un site web, quand on pense une action de communication, c'est que la personne ne nous connaît pas du tout. Généralement, la personne ne nous connaît pas et son taux de confiance est assez bas. L'objectif d'un site web, l'objectif d'une publicité, c'est de rehausser petit à petit cette confiance. Et justement, c'est quelque chose qu'on va faire au fil des pages, au fil de la page. C'est monter cette assurance pour que le client qui à la base, le prospect qui à la base ne connaissait pas et nous donner, on va dire, une petite chance, puisse petit à petit se dire « Ok, en fait, ces personnes-là, elles sont super compétentes, elles sont super intéressantes par rapport à ma problématique. » Et plus la personne va descendre dans la page, plus elle va être confortée dans cette idée-là. Et le moment en fait, où il va tomber sur l'appel à l'action, donc c'est ce petit bouton dont tu parlais de contact, d'achat, c'est un moment décisif parce que on a tout préparé en amont pour que quand il arrive ici, il n'ait plus aucune objection, entre guillemets, quoi. Donc il y a toute cette réflexion-là et le but c'est de la confiance. Et en fait, comment on crée de la confiance? On va le créer de différentes manières. On va d'abord parler justement des bénéfices de notre produit par rapport à cette problématique-là. Donc c'est quelque chose qui doit être assez clair, assez synthétique. On ne va pas balancer une liste entière de textes et de fonctionnalités en tout genre. Là, il faut aller vraiment à l'essentiel. C'est qu'il a une problématique, on répond comme ça, comme ça, comme ça.
Après, les réassurances, ça peut être des avis clients, ça peut être des témoignages, ça peut être des chiffres, ça peut être des entreprises avec qui on a travaillé avant. L'objectif, c'est d'être concis, d'être rapide et surtout voilà, de donner confiance parce que voilà, le digital, surtout, il n'y a pas cette chaleur humaine qui fait qu'on va avoir confiance en une personne rapidement. L'objectif, c'est justement d'avoir cette confiance, c'est d'avoir cette chaleur, on va dire, de transmettre cette chaleur de manière digitale. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'on fait une bonne page de vente. Oui, complètement. Faut pas oublier qu'un site internet, c'est un petit peu comme un automate en fait. Et c'est vrai que face à un automate, on n'a pas ce contact humain. Et finalement, comme tu le dis à juste titre, tout l'enjeu est d'arriver à humaniser l'automate. On peut le faire par exemple, de la vidéo. Ça permet de montrer un peu de l'humain avec de la vidéo. Et en fait, il y a deux aspects vraiment. Alors, il y a différents types de sites internet. Je parle par exemple de l'e-commerce. En e-commerce, on va avoir vraiment deux grandes thématiques. Il y a la thématique « je donne envie ». Et ça passe par du beau visuel, ça passe par du texte qui est bien étudié. Donner vraiment avoir une certaine incitation à acheter. Et en dehors de cette incitation, il y a toute une thématique, comme tu l'as dit à juste titre également, de réassurance. Vraiment rassurer. Je dirais même que c'est un des aspects principaux sur lesquels travailler. Parce que cette réassurance va permettre de créer la confiance nécessaire pour déclencher le sentiment d'achat. L'idée là, c'est d'abord inciter et ensuite ne pas perdre le client. Pour faire ça, ne pas perdre, ça passe par donner un cadre qui fait professionnel, dans lequel on se sent en sécurité, rappeler des grands principes, les politiques de retour, comment je fais pour recevoir ce que je vais commander. Est-ce que j'ai différents types de moyens de paiement qui sont, on va dire, mainstream, bien connus, sécurisés. Est-ce que l'ensemble de mon site donne l'impression d'être sécure ? Est-ce que j'ai bien un petit cadenas, le HTTPS, ce qu'on appelle le SSL ? Est-ce que c'est en place sur tout mon site ? Ce sont des petits éléments comme ça qui sont à placer à des endroits très particuliers, vraiment bien en évidence et à tout moment dans le parcours, de manière à ce qu'on ne puisse perdre personne dans l'histoire. Donc voilà, c'est un savant mélange entre donner envie et rassurer. Et on peut rassurer déjà d'une première manière. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, chers auditeurs. Moi, quand j'arrive sur un site qui fait un peu vieillot, qui n'est pas très soigné, j'ai pas confiance. C'est peut-être bête, ce que je dis, mais j'ai pas confiance parce que je me dis, voilà, c'est un vieux site, peut-être des vieilles technologies, peut-être que c'est un peu laissé à l'abandon, je sais pas trop. En fait, l'aspect esthétique est quand même important, je trouve, pour rentrer dans l'ambiance, pour être, on va dire, séduit. Et c'est pour ça que moi je dis que quand je crée des sites web, j'essaie de créer des sites web modernes et efficaces. J'aime bien utiliser ces deux mots-là. Moderne pour l'aspect graphique, esthétique, parce qu'on a envie de descendre dans la page pour en savoir plus, pour découvrir le site. Et efficace justement par rapport à ce process de la personne arrive, elle trouve les premiers éléments, elle trouve d'autres éléments qui la rassurent, qui donnent envie d'en savoir plus, et ensuite elle fait une action. Donc c'est bien que tu parles effectivement de cet aspect de ne perdre personne. Mais il faut savoir un truc, je crois que j'ai vu un chiffre, c'est 95% des personnes qui viennent sur votre site la première fois ne vont pas vous acheter ou vous contacter. Donc qu'est-ce qu'on fait après ça ? Il faut réussir à capter ces personnes-là. Du moins, s'ils n'ont pas fait l'action souhaitée, ces 95%, au moins qu'on les récupère d'une manière ou d'une autre. Donc il y a des manières de faire. Ça peut par exemple récupérer une adresse email pour une newsletter, ça peut être leur faire télécharger éventuellement un e-book pour en savoir un peu plus sur ce domaine d'activité. Ça peut être de différentes manières, essayer de récupérer cette donnée-là. Ça peut être du remarketing, c'est-à-dire grâce à un pixel installé sur son site, pouvoir faire de la publicité qui va ensuite leur être diffusée sur les réseaux sociaux ou sur leur recherche sur les sites web. Mais d'une manière générale, il faut partir de ce constat-là. Et après, il faut réussir à les attirer aussi de cette manière-là. C'est l'objectif ensuite des publicités de ce qu'on appelle de remarketing. Mais effectivement, c'est très important de penser ce parcours client. Et nous, on a quand même des anecdotes par rapport à ça. On a des réussites, des échecs. L'important, c'est rien n'est parfait. Le marketing, c'est de l'humain. L'humain, c'est forcément cyclique. Il n'y a pas de vérité absolue. Donc, c'est beaucoup de test and learn, donc des tests, des essais, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne formule. Et toi, je sais que tu as
2 anecdotes notamment, peut-être une qui a bien réussi, une qui était un peu plus difficile, mais tu as réussi du coup à comprendre la problématique. Est-ce que tu peux nous raconter au moins une des deux pour l'instant? Oui, bien sûr. Par exemple, donc, ce qui est important, c'est toujours arriver à suivre les indicateurs. Donc déjà, il faut avoir une visibilité sur, par exemple, sur un e-commerce. Donc, est-ce qu'il y a de l'engagement? Est-ce que les gens ils consultent? Est-ce que les gens mettent dans le panier? Qu'est-ce qu'ils mettent dans le panier? Et regarder un petit peu au niveau des paniers, est-ce que ça va au bout ou pas? Est-ce que le panier est converti en achat ou pas? Et par exemple, cet indicateur est super important et quelquefois, on se rend compte que les paniers sont abandonnés. On a énormément de clients, ils passent du temps sur le site, ils regardent les produits, ils mettent dans le panier, ils font des jolis paniers. Et puis à la fin, de manière assez curieuse, ça ne convertit pas. Et ça arrive dans quasiment tous les e-commerce. Ce qu'il y a, c'est que si vraiment ça ne convertit pas du tout, là, il faut vraiment s'inquiéter de savoir d'où vient le problème. Et c'est là qu'en fait, il y a, je dirais, pas mal de réflexes à avoir par rapport à ça. Si par exemple un panier est abandonné, moi je sais que les premières choses auxquelles je vais penser, c'est soit effectivement on est sur des produits qui sont vraiment beaucoup trop chers et à la fin on a notre client qui se rend compte que finalement mon panier il est vraiment très élevé, je crois que je vais pas le convertir. Ou alors, et je pense que c'est plutôt ça en général sur ce type de thématique, c'est qu'on n'a pas créé, alors soit on n'a pas créé suffisamment de confiance pour déclencher l'achat, soit, si on a fait le travail au niveau de la confiance, on a un problème à un moment donné dans le parcours. Le filet qui est troué. Voilà, exactement. Et ça peut être par exemple un problème technique. Et quelquefois, c'est pas forcément un problème technique qui est lié à vous. Ça peut être aussi un problème technique qui est lié à un des prestataires que vous allez utiliser. Et moi, j'ai un exemple concret là-dessus. Par exemple, sur la politique de livraison, pour un client, en fait, on avait mis en place un e-commerce où on avait pris un prestataire qui était spécialisé sur la livraison à l'international. Et dites-vous que ce prestataire, malgré son nom quand même assez ronflant, assez connu, je ne le citerai pas pour info, mais dites-vous que ce prestataire-là, sur un pays en particulier, disait qu'il assurait la livraison. Sauf que, dans les faits, on avait donc ces clients internationaux qui abandonnaient tout le temps leur panier. Et il n'y avait qu'un seul prestataire en livraison donc pour ce pays en particulier, dans lequel on avait des paniers abandonnés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, voyant que ça venait d'un pays en particulier, je me suis dit, il y a très forte chance que ce soit lié à ce prestataire-là. Et donc, je me suis mis à faire moi-même le parcours comme si j'étais un client qui venait de ce pays-là, en mettant une adresse de là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc le petit plugin qui permettait de faire le lien, la passerelle avec ce prestataire-là, lorsqu'on rentrait une adresse qui venait de ce pays-là, proposait en fait des points de livraison, mais en fait, malgré le fait qu'il proposait des points de livraison dans lesquels on pouvait aller chercher notre produit, il n'allait pas au bout parce que tout simplement, il n'assurait pas la livraison sur des points de livraison. Ce qui est complètement dingue. Compétent, ouais. Voilà, en fait, on pouvait, avec ce prestataire-là, faire livrer chez le client en direct, mais on ne pouvait pas utiliser, on ne pouvait pas faire aboutir un panier sur de la livraison en point de livraison. Alors qu'en fait, il le proposait dans le parcours. Donc, si une personne là choisit par exemple livraison point relais, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, ce qui se passait, c'est qu'à la fin, on lui disait « Désolé monsieur, on ne peut pas vous livrer ». Et ça se terminait là. Page finie. Voilà, page finie, terminée, on pouvait pas en sortir. C'était en gros, on peut rien faire pour vous. Au revoir. Voilà. Plus aucune solution et puis le filet est définitivement troué, le poisson s'en va. Et exactement. Et tout ça parce que le prestataire lui-même, avec son plugin, n'avait pas pensé par exemple à une piste de sortie en disant mais on peut vous livrer chez vous. Non, ça c'était pas proposé. Et ça, moi je m'en suis rendu compte en faisant le parcours moi-même. Et tout ça pourquoi? Finalement, c'est parce que c'est un plugin qui a été créé par quelqu'un d'autre, quelque part, qui n'a pas forcément été hyper bien pensé. Et comme quoi, quelquefois, c'est pas parce qu'on a affaire à un prestataire qui est bien connu, etc., que le plugin qu'il va proposer est forcément bon. Et là, malheureusement, on n'avait pas vraiment pu le tester en amont parce que, quelque part, c'était pour un pays en particulier. Ouais. Donc, c'est vraiment une thématique très spécifique et on s'en est rendu compte après coup. Mais après, évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé de prestataire, on a trouvé une autre option pour pouvoir livrer de manière impeccable. Et du coup, là, voilà. Oui, on a pu le tester dans ce scénario-là. Et alors, du coup, vous avez amélioré ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On n'avait plus de paniers abandonnés. Là, okay. En tout cas sur ce pays-là en particulier, de nouveau, on avait des paniers qui étaient Ces paniers abandonnés, tu les voyais comment?
En fait, ça, on le voit. Donc là, c'est un e-commerce. On le voit en fait parce qu'on a l'historique de tous les paniers, tous les clients en fait qui sont réalisés, et on a des stats là-dessus. Et là, en fait, tu regardes un petit peu ce qui se passe. D'accord. Tu vois. C'est simple à voir. Voilà, tu vois l'historique, et en fait, surtout, tu te rends compte que sur un certain type de clients, tu vois qu'il y a un lien entre le fait qu'il est dans tel pays et du coup, il abandonne. Parce que les chiffres n'ont rien à voir avec ton taux de conversion traditionnel, classique sur d'autres pays, par exemple. Donc là, c'est vraiment un exemple très concret, très, très spécifique. Hein. Ouais. Où au final, en fait, le tunnel de vente était bon. C'est juste la toute fin, en fait, le bout du tunnel, c'est ça, en fait, c'est le bout de l'entonnoir, finalement, qui était troué. Donc la personne était vraiment pas loin d'acheter. Et en fait, à cause de ce problème-là, il était exclu automatiquement, mais c'est même pas sa décision à lui. C'est un problème technique. C'est ça. Et un petit grain de sable. Le moins de petits grains de sable, en fait, peut vraiment faire perdre de l'argent. Et mettre à plat complètement tout un parcours de vente qui pourtant avait été bien huilé. On avait mis des belles photos, on a une offre qui est compétitive, on a des vidéos qui donnent envie, etc. Et tout ça parce qu'il y a à un moment donné quelque chose qui bug. Tout est mis à plat et finalement on a perdu de l'argent. Ouais. Mais bon, voilà, c'est en testant qu'on voit et qu'on s'aperçoit de ça et qu'on corrige, et justement ça permet ensuite après de faire de meilleurs résultats. Moi, j'ai une petite anecdote aussi sur un client que j'ai actuellement. Client qui fait de la formation, je ne citerai pas le nom, mais client qui fait de la formation et ça se passe très bien, bonne croissance, etc. Ils souhaitent développer leur formation, en particulier sur Internet, avoir de l'acquisition grâce à la publicité avec leur site web. Donc on retravaille toutes les pages web, on fait de super jolies pages, etc. Validées par tout le monde, nickel. Et l'action après, c'est s'inscrire. Les formations coûtent à peu près 980 € par personne. Et on a testé, on lance des campagnes. Les campagnes marchent très bien dans le sens où il y a beaucoup de gens qui cliquent. Les campagnes sont attrayantes. Il y a du trafic sur le site, pas mal de trafic. Mais on se rend compte que certaines personnes cliquent sur le bouton de s'inscrire, mais font justement ce panier abandonné. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les personnes abandonnent? En réfléchissant un petit peu, on s'est juste rendu compte finalement que des personnes qui ne nous connaissent pas assez n'ont pas envie de dépenser tout de suite, immédiatement, 980 €, 1000 € par personne, sans avoir eu en amont peut-être un premier contact avec un vendeur. On s'est rendu compte, on a fait un essai, on s'est rendu compte que psychologiquement, ce prix est trop élevé pour faire un achat direct. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va retransformer ces pages de vente, ces pages par formation. Et au lieu de demander à la personne de s'inscrire directement, on va lui demander de demander un devis ou d'être contacté pour qu'il y ait justement cet intermédiaire, faire éventuellement une préinscription, mais sans lui demander de payer en fait. C'est un premier contact. C'est l'objectif, c'est qu'on récupère de la donnée sur lui, qu'on récupère au moins quelque chose, un numéro de téléphone avec un email, un nom. C'est très bien. Comme ça nous permet de lui envoyer des premiers devis. Ça nous permet ensuite de le contacter directement. Ça me permet de le contacter et on a cet échange-là, on a cette réassurance. La personne parle, la personne est rassurée par le commercial. Et de là, on peut éventuellement plus facilement le transformer en client. Ouais. Donc en fait, si je comprends, dans le cas que tu évoques, finalement, ce qui était très important, c'était d'arriver à bien délimiter le passage du parcours digital au parcours aussi réel, parce que quelquefois, on a besoin quand même d'avoir un contact humain réel et savoir à quel moment le faire, de manière à ce que ce soit fluide et qu'on puisse justement enclencher suffisamment pour aller plus loin dans la vente. C'est vrai qu'en fait, le e-commerce est un peu différent dans le sens où on va dire que le panier moyen n'est pas le même, sauf éventuellement, ça peut être dans le luxe où on peut acheter des vêtements. Et encore, je pense que, tu me diras, peut-être tu as vu des cas un peu différents, peut-être que les personnes qui achètent pour 900 ou pour 1000 € de vêtements vont préférer aller sur place directement, en boutique réelle, pour essayer les affaires plutôt que d'acheter. Oui. En fait, oui. Après, tout dépend. Je pense que tout dépend de la confiance. C'est vraiment la confiance. Voilà. Si peut-être la personne connaît très bien la marque, connaît sa taille, c'est bien sûr beaucoup plus facile. Mais c'est-à-dire qu'il y a déjà eu ce premier contact physique, on va dire, en réel. Pour moi, l'objectif d'un site web, de la publicité, du marketing digital d'une manière générale, c'est d'utiliser le web pour acquérir de nouveaux clients qui ne nous auraient pas connus autrement et les faire venir dans le monde physique. Les rencontrer, discuter avec eux, les faire venir dans une boutique.
Et à mon sens, voilà, justement, la problématique là, c'est que les personnes ne connaissent pas et peut-être avaient envie voilà, cet intermédiaire qui ensuite les convaincrait à 100%. Et donc là, maintenant, on va lancer ça très bientôt. Là, on va lancer nouvelles pages et on va faire les tests et on verra bien ce que ça donne. Mais on s'est rendu compte qu'il y a quand même des personnes qui cliquent sur le bouton je m'inscris, donc il y a quand même, on va dire, un certain engouement. C'est surtout, voilà, psychologiquement, ils n'étaient pas prêts de ça. Donc voilà, encore une fois, c'est un trou dans le filet, dans cet entonnoir-là. On l'a décelé et le but, c'est de mettre, on va dire, de faire en sorte de boucher ces trous-là pour petit à petit réussir à trouver un tunnel de vente efficace. Et une fois que ce tunnel de vente efficace est en place, après, il tourne tout seul. On peut éventuellement l'améliorer au fur et à mesure. Mais voilà, c'est cette réflexion-là qui est importante quand on crée un site web. Effectivement, on est vraiment dans le registre de l'ingénierie. Donc, on a parlé de bonnes pratiques en termes de présentation, en termes d'outils. On a parlé un petit peu, on l'a un peu évoqué, mais c'est vrai qu'on peut aller un petit peu plus loin sur cette notion de piqûre de rappel, de relance. Par exemple, sur l'e-commerce, on a toute une thématique aussi, par exemple, sur le panier abandonné. Tout à fait, ouais. Si le panier est abandonné, mais on arrive à récupérer un email, on peut renvoyer un email de remarketing de manière à faire « Ah, bah tiens, vous avez abandonné le panier, peut-être que on peut proposer... » Vous connaissez certainement ça. Vous êtes allé sur un site, vous avez mis un produit dans un panier, vous avez abandonné le panier, et quelques jours après, vous allez sur un site quelconque ou sur les réseaux sociaux, et magie, vous tombez pile sur le produit que vous avez vu, qui s'affiche « Coucou, vous avez abandonné votre panier, venez racheter vos produits ». Ça, pareil, c'est aussi du remarketing. Tout à fait. C'est une manière différente aussi de récupérer ces paniers abandonnés. Et c'est des campagnes publicitaires en plus qui sont beaucoup plus rentables parce que c'est des prospects justement qui étaient en phase proche de l'achat. Donc dans leur intention d'achat, ils étaient vachement chauds en fait. Et ils étaient vraiment à la limite. Et ces publicités-là, du coup, sont moins chères parce qu'on les cible particulièrement. Et c'est des personnes qui peuvent avoir des raisons très différentes d'abandonner le panier à un moment précis, mais vont peut-être vouloir à ce moment-là recliquer dessus et reacheter. Ouais, les techniques sont nombreuses pour faire ces piqûres de rappel. Évidemment, le must, donc là on était effectivement sur l'installation de cookies, en l'occurrence, c'est un peu les techniques qu'utilise Criteo, vous avez certainement entendu parler, qui permettent justement effectivement de représenter des produits que vous avez déjà vus ou éventuellement mis dans le panier, donc qui sont susceptibles de vous intéresser. Moi je dirais que le must c'est quand même d'arriver, si on peut, à avoir vraiment un point de contact avec le client. Donc ça évidemment, il faut qu'il soit suffisamment motivé pour. Il y a des techniques aussi pour ça. Par exemple, donner quelque chose en échange d'une adresse email, souscrire à une newsletter. C'est donc des objectifs qui sont pas forcément donc les objectifs finaux qu'on va essayer forcément d'avoir avec des clients, puisque le but c'est évidemment à la base d'essayer de vendre, mais comme on vous l'a dit, tout le monde n'est pas forcément chaud. Donc quelque part, arriver à se trouver, donc moi ce que j'appelle un peu des portes de sortie, qui permettent par tout moyen finalement d'essayer de trouver un point de contact avec un client, un prospect avec qui on peut justement garder un lien et donc effectuer effectivement ces petites piqûres de rappel, quelles qu'elles soient, pour se rappeler à son bon souvenir. Et peut-être qu'à un moment donné, il va se retrouver dans une situation où il va avoir le budget, où son intention d'achat est matérialisée, et du coup, il va revenir potentiellement sur le site internet, mais encore faut-il qu'on l'incite à le faire. Parce que, en fait, pour beaucoup, l'humain a quelquefois besoin qu'on le guide dans son parcours. Et peut-être qu'il ne serait pas allé de lui-même sur votre site, mais si vous lui procurez la bonne occasion de le faire, et du coup, il va matérialiser effectivement son intention. Oui, il faut s'adapter, je pense, aussi à sa situation. Et je pense qu'il faut avoir une solution pour chaque état. Si c'est un prospect qui vient sur votre site, qui est encore en phase de découverte de sa problématique, il ne va pas venir acheter. Donc, au moins, on va dire dans le cas le plus extrême, ce serait qu'ils viennent juste pour se renseigner et pourquoi pas liker votre page LinkedIn, s'abonner à votre page LinkedIn, Facebook, Instagram, peu importe, ou donner son email pour avoir une newsletter. Ça, c'est un acte qui est très peu engageant pour lui. Il va pas beaucoup s'impliquer en donnant son email ou en s'abonnant à une page. Mais au moins, quand on l'a récupéré comme ça, c'est pas un prospect qui s'en va et qui revient plus, parce que il y a ça aussi. Quand un prospect vient sur votre site, il y a de grandes chances pour qu'il revienne plus. Alors, faire en sorte, d'une manière ou d'une autre, de l'accrocher pour pouvoir ensuite le solliciter plus tard.
S'il revient plus, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'est pas intéressé par vous. Ça veut peut-être dire juste qu'à ce moment-là, il n'a pas trouvé ce qui l'intéressait. Il est parti et il ne pense plus à vous parce qu'il a une vie et parce qu'il a d'autres stimuli dans sa vie et qu'il n'a pas forcément pensé à vous tout de suite. Mais si vous arrivez à le recontacter avec une bonne newsletter qui l'aide d'une manière ou d'une autre dans sa vie par rapport à votre activité, avec des posts sur les réseaux sociaux, une belle photo, voilà, quelque chose qui va l'aider d'une manière ou d'une autre, ou le divertir, ou l'informer, vous allez rentrer petit à petit dans son esprit, et on le dit souvent dans le marketing, avant de faire un achat, généralement, il faut entre 6 ou 7 fois, il faut que le prospect vous ait vu entre 6 ou 7 fois, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est cette répétition-là qui fait aussi que la personne va finalement progresser petit à petit dans cet entonnoir, justement, où il était à la base un prospect froid, et où il se rend compte finalement de plus en plus que vous êtes la bonne personne ou la bonne entreprise pour l'aider. Et c'est à ce moment-là qu'il va petit à petit se rapprocher vers cette conversion qu'on aimerait, cet achat, ce contact. Et quelquefois, il faut pas forcément se dire que si la personne a souscrit à une newsletter, par exemple, et vous vous rendez compte que le taux d'ouverture n'est pas gigantesque, il faut quand même se dire que l'email, il est reçu. Et même si on ne l'ouvre pas, on voit qu'on a reçu un email de telle marque, avec tel titre. Bon, pour le coup, ça n'a pas forcément intéressé énormément, parce que le sujet n'était pas forcément judicieux par rapport à ce qu'attendait le prospect. Mais mine de rien, il y a quand même eu une piqûre de rappel. C'est-à-dire qu'il a vu entrer sur sa messagerie un message avec le nom de la marque. Finalement, c'est une piqûre de rappel. Et pareil, par emailing, on est capable de segmenter sa base de données pour permettre justement d'envoyer des messages particuliers selon le degré en fait, d'investissement. C'est-à-dire que les personnes qui sont juste inscrites à une newsletter, on va leur envoyer des messages différents d'une personne qui a déjà effectué un achat chez nous et qu'on va relancer pour faire ce qu'on appelle du cross-selling, par exemple, où la personne va acheter quelque chose qui est en rapport avec ce produit, ou de l'upselling. Donc c'est prendre un produit, on va dire, un peu plus haut de gamme par rapport à ce qu'il a déjà acheté. Et là, on va être plus sur de la fidélisation. Donc on peut aussi, par rapport aux emails qu'on reçoit, ne pas faire juste un message hyper groupé où les personnes, justement, le taux d'ouverture va risquer d'être un peu plus faible parce que le message ne sera pas totalement adapté à eux. Et segmenter de cette manière-là, ça va permettre aussi, justement, de délivrer des messages qui sont plus quali et qui vont donner envie de lire davantage le contenu. Et au niveau outils, est-ce que tu as des références justement pour travailler par exemple sur le mail marketing de ce type ? Ouais, y a le Mailchimp qui est le plus connu, qui est américain. En ce moment, avec ces histoires de RGPD, tout ça, on est de plus en plus en train de réfléchir à des outils qui puissent, qui puissent enregistrer la donnée en Europe, en France. Il y a un outil qui est un peu similaire qui s'appelle Sendinblue, qui est français. Français, ouais. Voilà, et qui permet justement de faire quasiment la même chose. On est à quelques euros près sur les formules, mais globalement, c'est un peu la même chose. Ça marche de la même manière. C'est vrai que Mailchimp, en fait, est bien parce que du coup, il s'adapte très facilement. Quand on crée un site web, on peut facilement adapter avec nos formulaires. Mais de plus en plus, les outils comme Sendinblue aussi sont assez connus. Et ce qui fait que on a justement cette possibilité de segmenter selon l'action qui a été faite. Par exemple, si on crée un formulaire pour une newsletter et que la personne remplit ce petit formulaire, il va intégrer par exemple la segmentation newsletter. Donc c'est-à-dire que quand on va envoyer des emails juste à ces personnes-là, on va envoyer des emails par rapport justement à des prospects froids, donc avec des sujets qui seront un peu différents d'une personne qui est rentrée dans notre CRM parce qu'il a rempli un formulaire pour acheter un produit par exemple. Donc ça, on est capable de le faire justement grâce à cet outil-là. Et donc effectivement, ce qui est important, c'est d'arriver à avoir un outil qui permet de faire vraiment ce qu'on veut et qui s'intègre bien avec la structure du site qu'on a. Tout à fait. Tu avais peut-être une autre anecdote à nous raconter sur un de tes clients par rapport à de la conversion ? Oui, par exemple, c'était sur les moyens de paiement en particulier. Par exemple, dans le parcours, il y a aussi cette étape qui est importante. Donc là, je parlais de la livraison tout à l'heure. Il y a aussi l'aspect paiement. Et l'aspect paiement, c'est vrai que, mine de rien, quelquefois, on peut avoir plusieurs options au niveau du paiement. On peut avoir du paiement par carte classique, on peut passer par des prestataires du type PayPal qui, quelquefois, peuvent aussi apporter justement un aspect sécurité non négligeable. Par exemple, je sais qu'il y a certains clients qui sont plus réceptifs à payer via PayPal plutôt que de payer par un module de paiement carte bleue. Parce que leur carte, elle est enregistrée avec PayPal. Et ils préfèrent finalement utiliser leur compte PayPal plutôt que d'avoir à envoyer le numéro de leur carte bleue sur un e-commerce qui leur
paraîtrait peut-être un petit peu moins sécurisé. Voilà. Si effectivement en amont il n'y a pas eu suffisamment de travail sur l'aspect réassurance. Et ouais, dans ce que j'avais en tête, c'était effectivement par exemple la possibilité de proposer du paiement en plusieurs fois. Ah oui. Et effectivement, j'ai été confronté à ce cas où effectivement on avait un e-commerce donc qui était qui proposait finalement un panier qui était un petit peu élevé au regard de ce que la clientèle en question était habituée à pouvoir décaisser en fait pour ce type de service-là. Et en fait, donc mon client s'est rendu compte que au niveau de la concurrence, beaucoup proposaient des options de paiement en plusieurs fois parce que justement le panier était un petit peu élevé par rapport à ces clients-là. Et donc on s'est mis en quête finalement d'une solution qui permettait de proposer ce paiement en plusieurs fois. Et c'est vrai que le fait d'avoir proposé cette option-là en plus a permis de développer les ventes. On n'avait pas forcément, je dirais, c'était pas un problème vraiment, c'est-à-dire qu'il y avait des ventes quand même qui se faisaient. C'est simplement qu'on s'est dit à un moment, on va essayer d'augmenter le nombre de ventes. Et finalement, cette possibilité de payer en plusieurs fois a permis de développer encore plus les ventes que précédemment. Okay. Donc voilà, donc c'est de l'optimisation finalement de parcours. Intéressant. Voilà, par rapport à des petits aspects comme ça auxquels on ne pense pas forcément, mais oui, les options de paiement font partie de... C'est une friction justement en plus dans ce tunnel de conversion-là, c'est encore un trou en plus dans cet entonnoir-là. C'est ça. Donc c'est un peu l'idée. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur les bases de ce process de tunnel de conversion. Donc voilà, si on peut résumer un petit peu, en gros, les personnes ne vous connaissent pas forcément, elles ont besoin d'être rassurées assez rapidement, il faut être efficace à ce moment-là, et c'est comme ça que vous construisez votre site. Si votre site ne rassure pas dès les premières secondes, s'il n'apporte pas suffisamment d'informations, s'il n'est pas direct, concis, efficace, et qu'il n'amène pas directement à une action principale, puis à éventuellement une action secondaire si on le perd dans l'action principale, bah vous risquez justement d'avoir des problèmes au niveau de vos conversions, donc en fait d'avoir des publicités qui sont moins efficaces. C'est ça. Et du coup, voilà, bien rappeler que finalement, il faut avoir de la visibilité, arriver à trouver quels indicateurs vraiment suivre, avoir du suivi là-dessus, avoir les bons systèmes autour de notre vente, que ce soit le site internet, que ce soit, on a parlé des modules de paiement, que ce soit tout l'outil de d'email marketing. Vraiment, voilà, c'est un ensemble qui se pense, qui se teste, qui en fait vraiment se réfléchit et donc trouver, je pense, les bons points de contact pour le faire et ne pas oublier que chaque activité est différente, qu'il n'y a pas une formule magique, il y a des bonnes pratiques, mais ça se construit vraiment en projet à plusieurs avec le ou les prestataires d'un côté et l'équipe de l'entreprise de l'autre côté. Pour savoir ce qui fonctionne déjà au sein de l'entreprise, pour savoir ce qui fonctionne déjà au niveau commercial, ça peut être éventuellement intéressant de discuter avec les commerciaux qui ont justement toutes les objections, qui connaissent les objections, qui connaissent les besoins précisément. Et justement, cette page-là doit répondre à ces objections-là. En fait, lever les objections petit à petit dans cette page-là pour que les personnes ensuite n'aient plus qu'à cliquer sur le bouton. Ok, bah écoutez, maintenant vous avez tous les éléments clés pour créer des pages efficaces. Donc on espère que vous allez pouvoir vous y mettre très rapidement. Tout à fait. Et surtout, considérer que c'est quelque chose qui s'améliore tout le temps. Tout le temps. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu dans nos anecdotes, justement. C'est du test and learn. Donc ne partez pas du principe que vous avez trouvé la formule parfaite. Il faut vous lancer. Il faut réfléchir évidemment en amont à la stratégie. Et il faut retester petit à petit et voir ce qui fonctionne le mieux. C'est ça. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous souhaite une bonne journée. On vous dit à très bientôt. À très vite.